Bonjour à tous et bienvenue dans ce 14e épisode de l'État américain. Aujourd'hui nous allons revenir sur un film qui est probablement le meilleur de son réalisateur, qui honnêtement n'est pas un réalisateur que j'aime beaucoup, c'est-à-dire Event Horizon de Paul W.S. Anderson. La vanne ayant été faite plusieurs fois au cours des années, allons à l'essentiel. Non, Paul W.S. Anderson n'a strictement aucun lien de parenté avec Wes Anderson, le réalisateur de L'Île aux chiens et de Fantastic Mr. Fox, ni avec Paul Thomas Anderson, qui est le réalisateur de Boogie Nights et de There Will Be Blood. Avant d'être le patriarche de la franchise Resident Evil au cinéma, Paul W.S. Anderson s'était fait remarquer avec le film Shopping en 1994, où Jude Law volait des voitures de luxe. Il l'a ensuite largement rebondi avec le succès phénoménal de Mortal Kombat, adaptation du jeu vidéo éponyme, un énorme nanar où l'on retient notamment le mémorable rire de Totov Lambert dans La peau de Raiden, un film dont il n'a pas voulu signer la suite qui a été laissé à John R. Leonetti pour le résultat assez effroyable que l'on connaît. Alors qu'il était courtisé pour réaliser le premier X-Men et qu'il désirait réaliser un film restricted, Paul W.S. Anderson a été contacté par la Paramount pour réaliser Event Horizon. À cette époque, 3 personnes sont déjà impliquées dans le projet. La première est Philip Eisner, futur scénariste de Firestarter 2, soit le téléfilm qui fait suite au film Charlie avec Drew Barrymore, mais aussi les producteurs Lloyd Levin et Lawrence Gordon, que l'on connaît notamment pour avoir collaboré ensemble sur les Hellboy de Guillermo del Toro et sur Watchmen de Zack Snyder. Lawrence Gordon est un peu plus connu, notamment parce qu'il a été un des producteurs de Die Hard en 1988. Suite à l'implication de Paul W.S. Anderson, le projet Event Horizon prend vie de plus en plus rapidement. Peut-être un peu trop au regard des multiples problèmes de production qu'a connu le film. Durant la pré-production, Paul W.S. Anderson demande des réécritures à Philip Eisner, en grande partie parce qu'il ne veut pas d'un Alien bis, mais plutôt d'un film de vaisseau hanté dans l'espace. Il s'exécute, mais il sera vite rejoint par Andrew Kevin Walker, qui n'est autre que le scénariste de Seven et de Sleepy Hollow. Le scénariste s'exécute en tant que script doctor et ne sera, comme le veut souvent la tradition, pas crédité au générique. Les autres problèmes de production sont dus en grande partie à la Paramount. Dans un premier temps, Titanic devait sortir à l'été 1997, mais a connu tellement de retard que James Cameron a demandé à la Paramount et à la Fox de le sortir beaucoup plus tard, c'est-à-dire en décembre 1997, avec le succès bien évidemment que l'on connaît. La Paramount n'avait alors plus de blockbuster pour l'été 1997 et a demandé à Paul W.S. Anderson de s'activer sur Event Horizon pour le sortir en août 1997. Sauf qu'à ce moment-là, la production avait besoin de tourner encore pas mal de scènes et évidemment les effets spéciaux n'étaient pas finalisés. C'était sans compter également sur des projections tests qui se sont très mal passées puisque le public a trouvé le film beaucoup trop violent et gore. Donc la Paramount a décidé de dégager une trentaine de minutes du montage initial de 130 minutes. Des coupes qui se ressentent d'autant plus dans le film puisqu'il vous faudra parfois faire arrêt sur image pour les voir correctement parce qu'ils sont quasiment impossibles à voir à l'œil nu. Bien qu'elle a été annoncée pendant un temps pour une sortie vidéo, le Director's Cut ou une version longue d'Event Horizon n'a jamais vu le jour, et pour cause, il semblerait que la plupart des rushs n'ont pas été stockés correctement, au point que certains ont tout simplement disparu. Il semblerait que le producteur Lloyd Levin a encore une VHS contenant les 10 rushs, mais il semblerait, selon Paul W.S. Anderson, d'une sorte de légende urbaine. Malgré un casting plutôt pas mal composé de Laurence Fishburne, de Sam Neill, alors auréolé par le succès de Jurassic Park, de Joely Richardson que l'on retrouvera par la suite dans la série Nip Tuck, de Kathleen Kinlan que l'on a vu notamment en femme de Kurt Russell dans Breakdown de Jonathan Mostow, de Jason Isaac bien connu des fans d'Harry Potter, de Sean Pertwee vu notamment en Alfred Pennyworth dans la série Gotham, le film fait un four en 1997. Pour un budget de 60 millions de dollars, il ne récolte finalement que 26 millions de dollars au box-office américain. Selon les informations de JP Box Office, le film n'a récolté que 20 millions de dollars à l'international et au final, il n'a rapporté que 47 millions de dollars au total. Par ailleurs, il est bon de souligner que le film ayant fait un four aux États-Unis, il n'est pas très étonnant que le film a mis beaucoup de temps à sortir dans d'autres pays étrangers, à l'image de la France où il n'est sorti que le 6 mai 1998, soit presque un an après sa sortie américaine.
Comme si cela ne suffisait pas, Paul W.S. Anderson a subi un autre bid l'année suivante avec Soldier, un film basé sur l'univers de Blade Runner et pour cause le scénariste David Webb Peoples était également le scénariste du film de Ridley Scott. Un film qui a fait un tel bid aux États-Unis qu'il est sorti quasiment partout dans le monde en vidéo. Il avait enchaîné ensuite en 2000 avec le thriller britannique The Sight, avant de rebondir avec la franchise Resident Evil ou avec des films comme Alien vs Predator. Comme évoqué dans l'introduction, Event Horizon est probablement le meilleur film de Paul W.S. Anderson. C'est même un film particulièrement étonnant quand on connaît son passif et qu'on le découvre pour la première fois de nos jours. C'est un film qui a une direction artistique globalement irréprochable, une réalisation pour le moins top, des effets spéciaux qui sont tout sauf cheapos, et qui ont plutôt bien vieilli, surtout quand on connaît les différents problèmes de production, sans compter qu'ici il ne pompe pas d'autres films à travers des scènes ou des plans, comme il le fera par la suite avec Resident Evil Afterlife, où il reprenait littéralement le bullet time de la fin de la course-poursuite de Matrix Reloaded pour la fin de son ouverture. Évidemment, le film a des points communs avec Alien, comme l'équipage qui se réveille après un long sommeil, ou encore qu'un des personnages finit par être une sorte de traître. Mais si Event Horizon a plus de points communs avec un film ou un univers en particulier, c'est celui de Clive Barker. En effet, l'auteur et réalisateur à ses heures est une source d'inspiration notable dans le film à travers les différentes horreurs qu'on peut voir, notamment la manière dont un personnage finit, qui est assez similaire aux méfaits des Cénobites dans la saga Hellraiser, ou alors certains aspects graphiques qui sont particulièrement dégueulasses et salaces, à l'image de ces flashs que l'on peut voir en fin de film, où l'on voit des gens qui se mutilent, qui sont démembrés, parfois rongés par des vers, qui ont des relations sexuelles particulièrement déviantes, qui s'entretuent entre eux, et finalement on atteint des sommets d'horreur avec ce type de séquence. Sans compter que les personnages ont des visions au cours du film, souvent liées à leur propre passé, comme si le vaisseau, qui n'est pas sans rappeler la maison du diable de Robert Wise, prenait pleinement vie et inspiration des différentes peurs des personnages. Ainsi, Laurence Fishburne est par exemple hantée par la mort d'un membre de son équipage qui avait fini calciné, ou encore le personnage de Kathleen Kinlan qui voit son fils à peu près partout, notamment mutilé. Donc finalement, Event Horizon est une excellente surprise, avec une direction artistique et une réalisation franchement très bien au regard du reste de la filmographie de Paul W.S. Anderson. Ses effets spéciaux n'ont pas tant vieilli que ça, et l'univers est suffisamment développé pour qu'on y prenne goût. Enfin, pas trop au vu de ce que subissent les personnages. Le casting est plutôt bon, même si on peut penser que Sam Neill cabotine un peu trop vers la fin, mais dans l'ensemble, on n'a pas trop à se plaindre. Au vu de ce film-là, on peut même dire qu'il est triste que Paul W.S. Anderson n'a pas récidivé avec des films de ce calibre, s'enfonçant toujours un peu plus avec des films que l'on peut qualifier honnêtement de daubes. Donc voilà pour ce 14e épisode de l'été américain, j'espère que cela vous plaira. N'hésitez pas à réagir sur Twitter, sur Facebook, ou même sur YouTube même. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et sur ce, je vous dis à la prochaine.